Bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre groupe de discussion CROM. Donc, je me présente, Nancy Coutu, gestionnaire en développement des affaires pour la compagnie d'assurance Tite Stewart et administratrice membership mentorat à CROM. C'est un plaisir de vous compter parmi nous ce matin. Donc, avant de vous présenter un petit peu plus en détail nos invités de ce matin, je voudrais prendre le temps de remercier en premier lieu les commanditaires de CROM, sans qui, évidemment, là, toute notre programmation et toutes nos activités ne seraient complètement impossibles à tenir. Donc, en premier lieu, notre partenaire Diamant Toiture Couture, également notre partenaire Platine Ivanhoe Cambridge, nos partenaires Or, Asset Service, BDO, Oxford, Richter, TD, Suprema. Par la suite, notre commanditaire Leadership, le groupe Maurice, notre commanditaire partenaire Mentorat, Toiture Bro, également nos partenaires Argent, Ally, BCF Avocat d'affaires, Cadillac Fairview, Kane Lamar, Kinderell, CBRA, Colliers, Construction Bâtiment Québec, Fonds immobilier de solidarité FTQ, GDI Services Immeubles, Gallings, Groupe Altus, Gestion de placement Manuvie, Groupe Petra, Johnson Control, MAC, Métro, Otera, Provencher-Roy, PSP, Roy, Ryan et la compagnie d'assurance Tite Stewart. Un grand merci à tous nos partenaires. Alors, depuis le début de toute la situation entourant le COVID-19, CROM a tenté vraiment de se réinventer et a mis sur pied plusieurs activités qu'on fait évidemment de façon virtuelle. Une de ces activités, on a décidé de faire des groupes de discussion en relation avec certains événements qui sont organisés par le studio IDU. Donc, notre premier groupe de discussion, on le tient aujourd'hui et c'est en réaction pour faire suite au studio d'IDU qui a été diffusé la semaine passée, vendredi le 12 juin, sur le sujet des perspectives sur le développement immobilier et le marché résidentiel à Montréal. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 invités avec nous. Le groupe de discussion va être animé par Mme Sana Bensakour, qui est membre de CROM et copropriétaire de l'agence PMML. Elle agira à titre de modératrice et d'animatrice de l'événement d'aujourd'hui. Elle va être accompagnée par Mme Noémie Lefebvre, qui est directrice conseil en développement immobilier et terrain chez Groupe Altus, et également par Mme Geneviève Forget, qui est gestionnaire de compte relations clients institutions financières à la SCHL. Pour le fonctionnement de l'activité d'aujourd'hui, on va vous demander de fonctionner avec la section Q&A pour vos questions-réponses. On pourra par la suite l'acheminer à nos panélistes. La rencontre d'aujourd'hui sera environ d'une durée d'1 heure. Donc, comme on a commencé avec quelques minutes de retard, vous nous pardonnerez, nous allons empiéter de quelques minutes sur votre heure de lunch. Donc, je passe la parole à Mme Sana Bensakour. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je trouve que le sujet est vraiment très intéressant. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter le webinaire de vendredi qui était vraiment dirigé d'une main de maître par Vincent Shirley, bien sûr. Les participants étaient Laurence Vincent de Prével, Marco Fontaine de Devimo et puis, bien sûr, Stéphane Côté de Dave McGill. Les échanges étaient vraiment très intéressants. Je trouve ça très enrichissant d'écouter des gens qui étaient sur le terrain, comment ils ont réagi à toute cette, en fait, ce coup de barre là, de COVID et comment ils ont été capables de mener leurs entreprises, leur développement. Et ce que j'ai retenu, puis je vais laisser la parole, céder la parole bien sûr à Noémie et Geneviève, il y avait quelques points qui ont été soulevés et puis qui étaient vraiment intéressants de voir la perspective de chacun. Donc, au départ, on avait demandé c'était quoi la relance, c'est quoi les perspectives de relance parce que avant le marché, avant le COVID, le marché était en feu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils voient la relance après justement cette période, en fait, les 2 mois de confinement, mais en fait, en développement, il n'y avait pas eu vraiment de mois de confinement pendant 2 mois. Il y a eu ça a été plus court pour justement le développement immobilier. Comment ils ont poursuivi leurs activités malgré cette crise-là sanitaire. Les technologies qui ont été utilisées, alors comment ils ont dû adapter leur façon de faire avec les technologies, puis comment ça s'est passé. Les bureaux de vente, comment ça s'est passé aussi au niveau des bureaux de vente. La vente de terrain, l'achat de terrain, c'était quoi un peu est-ce qu'ils sont restés actifs ou pas? Est-ce qu'il allait continuer à avoir une surenchère ou pas au niveau des terrains? On sait que pour les développeurs, c'est très intéressant, très important. La vélocité des projets, bien sûr, les défis. Donc, j'ai noté un certain optimisme de leur part.
On y reviendra plus tard, puis j'aimerais avoir aussi votre son de cloche un peu par rapport à ceux qui ont écouté justement le webinaire. Mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, peut-être Noémie, tu pourrais peut-être nous mettre un petit topo un peu du marché qui était avant le COVID, un peu où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on se situe à Montréal. Et bien sûr, Geneviève a aussi parlé au niveau de la SCHL, comment vous voyez les choses avant le COVID. Donc, Noémie. Oui, absolument. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, vraiment, la période pré-COVID là, pour Montréal, on pourra dire que le marché était en feu, là, dans le sens, il y avait une croissance de population, un afflux d'immigrants vers les quartiers centraux, confiance du consommateur qui était très élevée, un PIB en croissance, un chômage à un creux historique. L'emploi également en croissance. Il y avait du revenu disponible qui était important. Beaucoup de capitaux d'investissement étrangers étaient tournés vers Montréal. On vantait vraiment tous les atouts de la ville, très diversifiés au niveau de ses services, de savoir, de technologie, les hubs, etc. Une ville de taille intermédiaire. Bilingue aussi, avec ses nombreuses universités qui ont su attirer énormément d'étudiants étrangers depuis les dernières années. Les inscriptions en croissance dans les différentes universités. Une ville sécuritaire, puis qui présentait un lifestyle qui était intéressant. Les taux de vacances à un creux également, qui était extrêmement faible. Là, au dernier rapport, je pense le taux d'une occupation, le taux de vacances, 1,5 % pour le résidentiel. Alors qu'on obtient un marché d'équilibre à 3 % puis un marché en crise à 1 %. Puis les prix au niveau du résidentiel qui étaient vraiment en forte progression. Donc, quand la fameuse pandémie a été déclarée au 11 mars, il y a eu littéralement un coup de barre, une pause, mais effectivement que ce n'était pas 100 % de cette demande-là qui allait disparaître du jour au lendemain. Là. Donc, effectivement que je pense que les développeurs ils ont été plutôt surpris de ne pas avoir de défaut de paiement, d'avoir très peu de cancellations dans leurs projets. Je pense que la demande était encore au rendez-vous, puis il y avait réellement encore des gens dans le besoin de se loger dans l'immédiat. Là. Donc, vraiment, ça a été une surprise un peu pour tout le monde de voir que finalement, le marché s'est poursuivi, mais d'un sens, ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain non plus, ce type de marché-là. Donc, c'est sûr que quand on compare avec les certaines données de la SCHL, justement, qui ont été présentées la semaine dernière ou il y a peut-être 2 semaines, ça fait quand même un clash versus en ce moment, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, peut-être que Geneviève a pu compléter cette portion-là. On n'entend pas Geneviève. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Oui. C'est un petit détail dans les... Désolée. Alors, oui, ben en fait, c'est vrai qu'il y a eu peut-être une mauvaise interprétation des chiffres qui ont sorti récemment. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, Noémie, le pré-COVID, le marché était en feu, ça roulait à plein régime et on avait, c'était des sommets jamais vus. Et puis là, dans le fond, COVID est arrivé et il a fallu, dans le fond, que les analystes d'affaires mettent en perspective tout l'impact, les impacts que la crise du COVID qui nous a tous pris par surprise, c'était quoi les impacts qui pouvaient arriver. Puis tout ça, bien sûr, dans une incertitude, hein, parce que sur tous les forums qu'on écoute, il y a souvent, on n'a pas de boule de cristal et tout ça. Mais en fait, ce qu'on sait, donc, c'est de se baser sur les faits qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est qu'on était justement des sommets jamais égalés avant COVID et que COVID fait que il y a eu vraiment un arrêt complet. Donc, à quelque part, puis arrêt complet, bon, au niveau, justement, les mises de chantier, tout ça, mais il y a aussi tout l'aspect économique, tous les emplois qui ont été perdus. On parle de 800 000 emplois au Québec qui ont été
perdu, c'était de février à avril. Et puis, en mai, c'est à peu près un 30% qu'on a vu de reprise de ces emplois-là qui avaient été perdus. Donc, il y a justement ces emplois-là qui sont perdus de façon temporaire ou de façon... Qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? Là, il y a une reprise, mais une reprise à un certain niveau. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague, puis il va y avoir un deuxième arrêt complet? Personne ne peut le dire pour l'instant. Il y a aussi le fait que tous les effets que ça va avoir sur le long terme, dans le sens qu'il y a des compagnies qui sont encore debout, mais pour combien de temps? Certaines qui pivotent. Donc, c'est tout ça que c'est difficile de... C'est toujours difficile, les prévisions, mais là, encore plus dans le cas de la COVID, parce que, justement, c'est quelque chose c'est difficile de prévoir. Donc, c'est essayer. Puis pour les chiffres qui sont sortis au niveau des baisses de valeur, de mise en chantier, tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était basé sur les chiffres, justement, pré-COVID et au niveau de semestriellement. Donc, c'était pas annualisé. Puis ça, Vincent en a un peu parlé, justement, vendredi. Donc, c'est de remettre en contexte le fait que la baisse n'était pas annualisée. C'était vraiment au niveau du trimestre. Donc, c'est ça qui a fait que les gens, après ça, ont comme fait, ben là, tu sais, on va se remettre de ça. Puis, je parlais avec un de nos analystes de marché, puis il me disait, tu sais, de façon annuelle, oui, on s'attend quand même à ce que comment qu'on peut dire? Dans le fond, c'est que on va peut-être pas, tu sais, on était sur une super lancée, mais là, COVID a comme réfréné cette lancée-là. Puis maintenant, c'est à voir, là, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres rapports. D'ailleurs, il va y avoir d'autres publications prochainement, plus sur les RMR, comme la RMR de Montréal, donc la semaine prochaine, le 22 juin. Mais encore là, je pense que c'est une année où est-ce que on y va à petits pas, on va devoir regarder les publications par trimestre là, pour voir, mais il ne faut pas voir les chiffres qui ont été donnés de façon, voici ce qu'on prévoit pour l'année 2020, mais... Sana et moi, on avait cette discussion-là juste avant de rentrer en ondes, justement. On disait que l'offre est très... Il y a très peu d'offres actuellement. Donc, ça crée toujours une pression à la hausse sur les prix. On parlait justement de surenchères, d'offres multiples sur de nombreuses propriétés, que ce soit à Montréal, sur l'île de Montréal ou encore dans la RMR, dans les banlieues. Il y a encore ce besoin-là. Puis il y a des gens qui ont conservé leur emploi, qui ont réussi à économiser pas mal d'argent pendant le COVID aussi, puis qui ont ce besoin-là encore d'investissement. Donc, est-ce que, c'est sûr que cette demande-là, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il y en a peut-être certaines, bon, effectivement, il va y avoir un impact, mais l'offre actuellement diminue. Puis, vous avez aussi parlé de la diminution des mises en chantier. Est-ce que ça ne va encore pas créer une autre pression sur la demande parce que les mises en chantier vont diminuer? Il va y avoir moins d'offres disponibles sur le marché. Donc, il va y avoir encore une pression à la hausse sur la demande. On se questionnait à savoir est-ce qu'il va réellement avoir un retour du balancier ou peut-être qu'on va revenir tranquillement à l'équilibre. Mais en tout cas, nous, Sana et moi, on n'est pas convaincus que... Mais c'est ça. L'offre est tellement déficitaire. Il y avait tellement... je veux dire, même les contractants, les développeurs, justement, ils ont tellement été étonnés de continuer leur vente. Fait que je sais que le gouvernement avait dit que le Québec était en pause, mais ce que je réalise de plus en plus quand je parle avec des gens, des chefs d'entreprise, d'ailleurs, nous-mêmes, à l'interne, on a pris énormément de parts de marché. Mais même les développeurs ont dit qu'ils ont été capables de vraiment vendre énormément d'unités. On s'entend que la première semaine, deuxième semaine, on est comme en état de, pas d'alerte, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est
c'est un autre animal. Là. On n'a jamais connu ça, l'arrêt complet mondial de l'économie pour cause sanitaire. On n'a jamais connu ça. Donc, il fallait faire face à ça. Mais une fois que la poussière soit... Bien, il n'y a pas de poussière qui soit retombée parce que techniquement, on est encore un petit peu dedans. Mais on a réalisé que se loger est un besoin essentiel et fondamental, que ce soit des condos, que ce soit des unités locatives. Si je peux parler même du locatif, je veux dire, s'il y a un segment de marché qui est plus sécuritaire, solide et inébranlable, c'est bien quelqu'un, s'il perd sa maison, va quand même aller louer quelque part. Tu sais, je veux dire, il faut qu'il se loge. C'est quelque chose de fondamental. Mais tu sais, la confiance, je pense que tu parlais de ça, Geneviève, parce que là, il fallait voir les métriques, il fallait voir les données, s'ils n'étaient pas annualisés. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas être annualisés parce qu'on parle d'une capture d'écran d'une période donnée. Mais si on veut, les répercussions de cette période donnée-là, est-ce que ça va faire que le marché va baisser ou augmenter? Ce que j'entends, moi, de des gens qui ont parlé vendredi, c'est qu'au contraire, la demande est très forte. La seule carte cachée, c'est l'immigration qui a ajouté encore une autre épaisseur de demande, another layer, comme on dit, de 40 à 50 000 personnes qu'on attendait c'est de l'anglais influx, mais une venue d'immigrants assez substantielle que là, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec cette donnée-là, mais est-ce que le fait que cette partie-là soit ralentie va faire que la demande va baisser? Les locaux ont encore cette demande-là, tu sais. La demande était tellement forte que je ne pense pas que ça va vraiment créer un marché baissier, mais ça, c'est notre interprétation sur le terrain. Maintenant, c'est de voir un peu les données que vous allez sortir le 22 juin, je pense, c'est ça? Oui. Puis, tu sais, on y va, c'est un peu comme, avec les fourchettes, l'optimiste, le pessimiste, un peu comme on a vu avec le docteur Arruda, là, donc, parce que, tu sais, on n'a pas le choix d'y aller avec est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague, pas de deuxième vague, etc. Puis, il y a ça aussi, l'immigration, tu sais, quand est-ce que ça reprend, quand est-ce que... mais de ce que j'ai compris, au niveau optimiste, on va quand même estimer qu'il n'y aura pas une hausse substantielle comme on a vu. Donc, ça va être plus un marché qui est rééquilibré peut-être. Dans vos perspectives, si je peux me permettre une petite question, c'est quoi votre, si je peux l'appeler le driver le plus important pour faire vos prédictions? Est-ce que ça va être, par exemple, au niveau économique, est-ce que ça va être les faillites, les pertes d'emploi, les revenus disponibles? Ou est-ce que c'est vraiment, vous prenez en considération tous ces facteurs-là pour faire vos calculs? Écoute, c'est une belle question, Noémie. Je te dirais que ça serait une question plus pour nos analystes de marché. Malheureusement, si on regarde juste le big picture, tu sais... Mais tu sais, on a toujours les fondamentaux. Ouais. Puis les fondamentaux, donc les économiques, l'emploi, le taux de chômage, etc. Il y a la démographie, vieillissement de la population, tout ça. Il y a l'immigration, exact. Puis parlant de l'immigration, le seuil migratoire, tu sais, ce qu'on disait, c'est en 2019, c'était un solde migratoire positif de 91 400 avec les résidents non permanents. À 65% de ce solde migratoire-là et 90% des RNP sont des résidents non permanents, sont locataires. Donc, ça démontrait toute l'importance. Puis ça, c'est quelque chose qui est assez récent, là. Je crois que c'était en 2014 que les résidents non permanents comptaient pour 7%. Donc, tu sais, il y a vraiment eu un shift, il y a vraiment eu beaucoup justement de demandes locatives. Et on parle c'est ça, des travailleurs puis des étudiants internationaux. Là, c'est justement le fait que est-ce qu'il va y avoir des cours en ligne, est-ce que il y a encore des travailleurs étrangers qui vont venir, tout ça. Donc, c'est tout cet impact-là que ça va être à voir encore. Là. Tu sais, ce que j'entendais aussi, c'est bon, les universités, ça va être des cours en ligne, tout ça. Donc, ça va avoir un impact possiblement.
Mais pour le logement, tu sais, par exemple, on parle toujours de deuxième vague. Puis, est-ce que ça. C'est qui a parlé de ça? C'est Noémie ou c'est. Est-ce qu'on parle d'un possible reconfinement ou. C'est que les barrières seraient peut-être. Oui, mais si une deuxième vague, c'est un virus, il va en avoir une troisième, une quatrième, une cinquième, les PCU vont s'épuiser assez rapidement. Donc, je pense qu'il va y avoir une. Je pense que, bon, on attend un vaccin ou un médicament ou quoi que ce soit. Mais au-delà de ça, oui, l'immigration, c'est un facteur, mais est-ce que, je vous pose la question, si les gens sont si confiants pour acheter des unités, par exemple, les développeurs, ils vendent des condos, puis il y en a qui font aussi du locatif, mais si on voit en ce moment qu'il y a encore beaucoup de capitaux sur le marché, là, il y en a beaucoup encore, là. Donc, puis, je ne sais pas, s'il y a eu 15 de chômage en très peu de temps, bien, il y a quand même 85 de la population qui travaille, puis qui ont un peu ce pouvoir d'achat-là. Donc, si ces gens-là se sentent quand même assez confiants pour acheter encore l'immobilier, ce n'est pas une décision qui est prise à la légère quand même. Ça affecte vraiment quand même un peu le cash flow et tout ça. Puis même si ceux qui ont perdu leur emploi vont peut-être se diriger vers le locatif et non pas être des premiers ou deuxièmes acheteurs, peut-être qu'ils vont se diriger vers le locatif. Est-ce que ça serait... est-ce qu'on pourrait penser en termes de solidité du marché ou que l'indice de confiance envers l'immobilier, surtout dans la grande région de Montréal, c'est encore assez soutenu? Et puis, est-ce qu'on n'est pas en train de crier au loup dans le sens où est-ce qu'on n'a pas peur? Parce que de toute façon, une fois qu'on va réouvrir les portes peut-être à l'immigration ou réouvrir un peu le marché, bien, maintenant tout le monde est en déconfinement progressif, à toutes les industries, est-ce qu'on n'est pas, on n'a pas un peu trop peur? Je vous pose la question. Moi, oui, bien, il y a le Conference Board qui a un sondage aux consommateurs canadiens, justement, au niveau pour voir le niveau de confiance qu'ils ont. Et ce qu'on a vu, justement, dans les derniers mois, c'est que c'était un creux historique au niveau de la confiance des consommateurs. Il y a vraiment une incertitude, là, et surtout, tu sais, est-ce que c'est un bon moment pour faire un achat important? Puis, c'est très, très, très faible, là. 1 sur 4 qui disait. Donc, c'est dans le fond, ce qu'on voit, c'est que non, ça semble pas être un moment où est-ce que les consommateurs canadiens ont confiance pour justement faire un achat important. Et comme tu dis, Sana, ben probablement que justement, ils vont retarder, puis vont rester au niveau locatif. Ou vont rester, s'ils sont déjà propriétaires, vont rester dans leur habitation. Donc, encore là, moins de transactions sur le marché. Mais ce qu'on voit, c'est que la confiance ne semble pas être là, en tout cas d'après ce qu'on a vu de cette publication du Conference Board. Là. Il y a eu, sur la chambre immobilière, il y avait un courtier résidentiel qui avait sorti quelques chiffres et que je trouvais ça intéressant. Il y a eu quand même un peu moins de transactions parce qu'évidemment, la mise en marché des visites libres, le modèle usuel était différent parce qu'on ne peut plus visiter vraiment les propriétés. Il a fallu s'adapter aux visites virtuelles. D'ailleurs, ce que les développeurs ont fait beaucoup aussi, les brochures virtuelles et tout ça. Mais les prix ont monté de 7 %. Donc, il y a eu des surenchères. Comme on a parlé, Noémie, plus tôt, là, on voit clairement des situations de surenchère dans le résidentiel. Laurence, j'ai bien aimé ce qu'elle avait, les 3 P dont elle a parlé. C'était vraiment, ça reflète un peu, catégoriser un petit peu sans trop mettre d'étiquette, mais les 3 P, donc les pressés, les prudents et les peureux. Donc, tu sais, il y a les 3 catégories. Donc, peut-être que c'est les pressés et les prudents qui ont peut-être plus acheté. Donc, les jeunes qui voulaient vraiment avoir leur condo, les prudents qui... 40, 50 ans qui allaient peut-être acheter, mais peut-être qui ont retardé un peu ou qui ont attendu peut-être mois d'avril, mai pour acheter. Puis aussi les peureux, 60, 70 ans, c'était la cible un peu de toutes les mesures qu'on a prises justement pendant Puis je pense que, tu sais, justement, au niveau de l'achat, on parlait que certains repoussent leur décision à plus tard, justement. Peut-être vont se tourner vers le locatif pour une année supplémentaire, etc. Mais je pense que la vision
d'un investissement aujourd'hui ou pendant COVID, ben ça reste une vision long terme, surtout pour les jeunes. Les premiers acheteurs, ça reste une vision de ben on investit pour une longue période de temps versus avec un horizon qui est beaucoup plus court terme ou, par exemple, des investisseurs ou par exemple, un investissement vraiment à court terme. Fait que je pense que la vision aussi de ces achats-là, ça va aussi avec une vision long terme. Puis aussi, je pense que l'opportunité avec les taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, je veux dire, je côtoie des gens qui réussissent à obtenir des taux sous la barre des 2,5 %. Donc, oui, il y a l'effet incertitude, mais il y a aussi l'effet d'opportunité par rapport à ça, de dire, ben on est prêt à payer peut-être la surenchère de 20 000 $ de plus parce qu'on sait qu'on est capable d'obtenir un prêt hypothécaire qui va rester relativement faible, fixé pour 5 ans. Puis il n'y a pas nécessairement de perspective à court terme de hausse par rapport à ça. Donc, puis je pense que si on peut le ramener aussi, ça c'est vraiment le point de vue consommateur, mais si on peut le ramener du point de vue des développeurs, ce qui a beaucoup été dit vendredi, c'est oui, on continue à aller de l'avant, mais on est peut-être plus prudent dans nos achats, on est peut-être plus pessimiste dans nos proformas aussi. Tu sais, dans les 2 dernières années, il y avait une propriété qui était mise sur le marché, il pouvait avoir des 15 bids, par exemple, de développeurs pour des sites d'envergure. Il y avait vraiment un engouement, les prix étaient vraiment en surenchère. Là, ce qu'on risque de voir, c'est peut-être un nombre de bids qui va être réduit, puis des gens qui vont être un petit peu plus prudents, puis peut-être certains développeurs qui vont commettre l'erreur de dire on est encore très bullish, on est très optimiste par rapport au développement, puis peut-être que la vague, pardon, donc l'espèce de soubresaut de marché va se faire sentir à l'automne, à l'hiver prochain, puis que c'est au niveau de la vélocité que là, ça va être difficile de venir justifier le rendement qui était espéré dans le proforma initial. C'est peut-être là qu'on va voir des opportunités sur le marché immobilier, là, du point de vue vraiment de développement puis de construction. Là, en tout cas, ça reste à voir, mais dans le sens que du point de vue développement... Tu as raison, parce que Stéphane Côté et Marco Fontaine, ils ont dit je pense qu'ils n'ont pas arrêté d'acheter même pendant la pause, si on veut. Là. Mm-hmm. Alors, le terrain reste encore... il n'y en a aucun qui prévoit une baisse de prix au niveau des terrains. Il y a encore beaucoup de compétition. Il y a peut-être juste les gens qui sont un peu moins expérimentés qui vont peut-être un peu se retirer puis réévaluer un peu leur stratégie. Mais sinon, ceux qui sont déjà dans le bain, le cycle de projet, le cycle de vente, la vélocité de tous les projets, c'est 1, 2 ans, le développement, les permissions, les permis, tout ça. Donc, eux, c'est un peu dans... Je pense que plus le cycle est long, peu importe la vente, même nous, dans les vendre un immeuble multilocatif, le cycle de vente est tellement long. Moi, j'ai vu la différence entre le courtage résidentiel et le courtage multilocatif. Tu sais, le cycle de vente d'une maison, c'est 15 jours. Là, tu sais, c'est des petits pains chauds. Là, tu sais, le cycle est très rapide. Alors, eux, quand il y a eu le confinement, les ventes ont arrêté. Une semaine plus tard, ça a droppé. Alors que nous, bien, on a juste continué parce que c'est tellement long. Les vérifications diligentes, les ci, les ça, le financement et tout ça. Donc, nous, on a été capable de passer par-dessus ça. T'sais. Donc, pour un développeur, ça lui prend 1 an ou 2 pour lever un projet, penser un projet, avoir tous les permis, tout ça, je pense que ceux les plus petits ou les plus... ceux qui pensaient faire ça, que ce n'est pas vraiment leur business primaire, je pense que c'est peut-être un peu plus difficile pour eux autres parce que c'est vraiment un moment d'incertitude, alors que les autres, peut-être qu'ils ont des données macroéconomiques, un peu plus aussi de voir des mouvances. Puis, tu sais, des fois, tu vois les patterns de consommation. Tu sais que telle région ou telle région va avoir une certaine réceptivité de certains projets plus que d'autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des questions? Tu as de l'auditoire? Puis peut-être pour finaliser, avant de peut-être voir s'il y a des questions, justement, en tout cas, je ne sais pas si c'est la même chose de ton côté, Sana, pour le multirez, mais nous, du côté d'achat de terrain, tous les deals qui se sont conclus avant le COVID se sont poursuivis après le COVID. Il y a eu des délais peut-être un petit peu au niveau du due diligence, puis tout ça, mais
Puis il n'y a pas eu de négociation de prix là, dans la majorité des cas. Il n'y a pas eu de négociation de prix. C'est business as usual. On poursuit dans ce processus de bid-là. Oui, il y en a qui se sont retirés du marché parce que, bon, effectivement, la conjoncture économique ne permettait pas nécessairement de mettre cet actif-là sur le marché, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de baisse de prix au niveau du terrain. Puis, il y en a certains aussi qui sont patients. Je pense que Laurence l'a mentionné vendredi aussi, Laure. Ben, il y en a qui vont juste le retirer puis ils vont attendre que le marché reprenne. Si c'est dans 18 mois, si c'est dans 24 mois, ça sera à ce moment-là qu'ils vont le remettre sur le marché. Là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est pressé de vendre non plus. Donc, il y a aussi la deuxième couronne, la troisième couronne de Montréal. On savait qu'il y a énormément de développement. Il y avait une pression justement vers la deuxième, troisième couronne, puis il y avait énormément de projets. D'ailleurs, ils sont encore là, beaucoup de projets qui sont en train de voir le jour, puis qui sont en construction en ce moment. Donc là, est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Geneviève? Toi, comment vous avez vu ça? Comment vous voyez ça? Toute cette... on parle beaucoup du centre-ville, mais aussi, il y a tout le reste autour qui se développe. Puis, il y a aussi tout le transport en commun, toutes il y a vraiment beaucoup de développement autour. Oui. Donc... Bien, ça, c'est à voir. Oui, Laurence en avait parlé aussi vendredi par rapport à des opportunités peut-être qu'il va y avoir. En même temps, elle parlait de l'étalement urbain qui est peut-être pas viable, mais... Laurence prêche pour le centre-ville. Oui, Laurence, puis c'est pas mal. La densité. Oui, en effet. Mais ça, en même temps, tu sais, j'étais un peu ambiguë là-dessus, dans le sens que, un peu... Tu sais, je comprends l'idée de, on entend, parler de télétravail, donc est-ce qu'on est rendu à une nouvelle ère, il n'y aura plus personne au centre-ville, puis là, non, on le vit là, puis on veut revoir nos collègues, etc. Mais je pense pas qu'on va revenir nécessairement à 100%. Tu sais, je pense que de plus en plus d'entreprises voulaient déjà passer à l'ère du télétravail, puis que les employés soient pas nécessairement obligés d'aller au bureau à tous les jours, etc. Donc, il y a eu des transformations technologiques dans plusieurs entreprises, puis COVID a peut-être même fait avancer les choses plus rapidement pour plusieurs entreprises. Puis, je sais pas, c'est mon opinion personnelle, mais je suis pas certaine. Puis on entendait beaucoup parler aussi, les hubs, puis plutôt que ça soit 100% des employés qui soient au bureau, ben ça va peut-être être un roulement, puis il va y avoir à peu près un tiers des employés comme un roulement, admettons, qui vont se partager les bureaux. J'ai l'impression que c'est un impact qu'on va voir. Encore là, c'est mon opinion personnelle, mais... Oui, m'ennuyer de mes collègues, mais de là à dire que je retourne au bureau à tous les jours, pas certaine. Je pense que oui, de temps en temps, justement, fait qu'il va peut-être avoir de plus en plus d'employés qui vont aller peut-être 2-3 fois par semaine au bureau. Mais puis ça, ben, il faut y penser, ça va avoir un impact au niveau des commerces autour. On en parlait, en tout cas. Exactement. Il faut encourager les commerces de proximité puis l'achat local. Mais tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais des fois, j'ai de la difficulté à... Je trouve ça tellement hâtif pour une entreprise, mais ça, je parle personnellement. Nous autres, on est passé de 50 personnes à 70 personnes en dans 2 mois. On a continué notre progression telle que prévu. Bien sûr, tout a été fait en télétravail, toute l'équipe administrative. On était tous en télétravail. Puis après, on a commencé à graduellement venir en déconfinement. Puis ce que j'ai réalisé, bien sûr, c'est que les gens sont très productifs en télétravail. Je veux dire, tu es en télétravail, tu n'as pas le commute, tu n'as pas le déplacement du matin et tout ça, mais en même temps, le sentiment d'appartenance, ça fait du bien de sortir de chez soi. Avec les micros qu'on a qui est au centre-ville, est-ce que les gens vont vraiment vouloir travailler de chez eux tout le temps? Ils vont devenir fous. Je veux dire, à un moment donné, tu n'as pas un espace à louer. Puis, est-ce que tu as des enfants à la maison et tout ça? Il y a beaucoup de composants qui... J'ai beaucoup de difficultés à penser qu'il va y avoir des mesures permanentes à un problème qui est techniquement temporaire maintenant.
il va falloir, comme tu disais, il va falloir voir un peu dans le temps comment ça va évoluer et tout ça. Oui, ça va changer. Puis je suis très contente qu'il y a beaucoup d'outils technologiques qui ont été implantés. Oui, c'est ça exactement. Mais est-ce que les gens sont prêts à avoir une baisse de service parce que aller à la banque, juste pour faire un petit truc que tu ne peux pas faire en ligne, ça te prend une file d'attente avec les masques. Je veux dire, c'est très lourd, hein? Il y a une lourdeur qu'il va falloir repenser parce que il y a beaucoup de choses en ce moment. Fait que c'est un moment temporaire. Tout le monde est en train de voir comment ça va se dérouler, tout ça, mais de prendre des mesures permanentes, des décisions permanentes, réduire des espaces de bureau. Moi, je pense qu'au contraire, ça va juste être plus grand. Peut-être que il va y avoir plus d'espace entre les collègues maintenant. Est-ce que l'espace de bureau va réduire? Peut-être pas, mais l'achalandage dans les bureaux, peut-être que oui. C'est à voir. Moi, j'ai l'impression aussi que les gens oublient vite, par exemple. Tu sais, que là, on vit une situation qui est extrême. Puis oui, je suis un peu d'accord avec Geneviève pour dire, finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui réalisent que le télétravail, ça fonctionne bien. Tu sais, oui, certaines mesures. Puis oui, on est capable d'adopter des outils technologiques qui font qu'on est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est fantastique. Mais je suis un peu d'accord avec Sana que le côté humain, il reste, lui, puis de voir ses collègues, de travailler en équipe, de faire de la collaboration. J'ai l'impression que les gens, ils vont l'oublier rapidement, l'aspect COVID, puis ils vont vouloir retourner au travail. Puis oui, ça sera peut-être pas comme c'était avant, ça, assurément. Puis oui, là, en ce moment, avec les transports en commun, c'est plus... donc, c'est plus touché actuellement. Mais je pense que s'il y a un retour éventuel à la normale, les gens vont vite oublier, puis qu'il va y avoir un retour vers les espaces de bureau, puis les gens, ils ne veulent pas nécessairement toujours travailler de chez eux. Oui, ça comporte ses avantages, mais ça comporte aussi certains désavantages. Puis ce côté-là humain, je pense que les gens, ils ont hâte de le retrouver. Puis la preuve, dès que les magasins ont ouvert, les gens se sont rués vers les magasins. Puis encore là, le magasin, l'achat en ligne est disponible, là. L'achat en ligne est disponible à tous, mais les gens veulent quand même se déplacer, toucher, vivre l'expérience en magasin. Les boutiques vêtements sont pleines, mais je veux dire, l'achat en ligne n'a pas disparu non plus. Fait que je pense que l'effet va peut-être être similaire au niveau du bureau. Puis surtout que, à la limite, on n'était pas dans une situation très critique au niveau du bureau. Par exemple, au centre-ville, les taux de vacances étaient relativement faibles pour les immeubles de classe A. Puis, donc, il y avait quand même une demande qui était importante. Puis, oui, peut-être que ça va modifier ou le coworking ou les espaces collaboratifs, etc. Mais j'ai comme l'impression que les gens, ils ont hâte aussi de retourner ils en ont parlé. C'est exactement, tu as raison. Ils en ont parlé des bureaux de vente justement vendredi par rapport à, oui, les gens, peut-être qu'il va y avoir des questions préliminaires, des informations préliminaires qui vont être données via un Zoom ou par courriel ou avec des visites virtuelles. Mais en bout de ligne, des fois, les gens veulent quand même, c'est quand même un gros achat. Si tu as la possibilité d'aller voir la maquette, quand même, tu la vois sur. Dans le bureau oui, tu veux voir la maquette, tu veux parler avec la personne, puis on s'entend-tu de voir le contact final avec le vendeur ou avec le promoteur, peu importe. Des fois, ben, ça peut sceller le deal aussi. C'est ce qui avait été dit vendredi. La chose la plus, je pense, qui nous a le plus marqué, c'est, on dirait qu'on aime ça savoir qu'est-ce qui s'en vient. Même si avant, à chaque fois qu'on allait dans des conférences, tout le monde dit « j'ai pas de boule de cristal ». Fait que dans le fond, on est toujours dans l'incertitude. C'est juste que là, on a une nouvelle donne. Mais on a toujours été dans l'incertitude. Fait que, techniquement... Mais jamais autant. Jamais autant. Mais là, en plus, parce que nos libertés individuelles ont été un peu comme ébranlées. Là, mais tu sais, sur Sainte-Catherine, là, il faisait la file pour ne pas être plusieurs dans la boutique, mais je vous garantis, il était à ça l'un de l'autre sur la file. Il n'était pas distancé. Les gens oublient vite. Oui, alors je crois que le collectif humain va oublier parce que, dans le fond, on se dit, c'est quoi qui va m'arriver? Fait que, sur la rue, les gens étaient à sa distance, mais pourquoi en file? Pour ne pas être vraiment, il faut respecter la distance dans le magasin. Donc, c'est la responsabilité, dans le fond, du marchand. Mais les gens en tant que tels, je pense que, comme tu disais, Naomi, je pense que les gens vont finir, ça va s'amenuiser.
Puis au fur et à mesure que le temps va passer, c'est pour ça que j'ai la difficulté de penser à une solution permanente maintenant pour quelque chose qu'on est encore en train de tester. Puis oui, il parle de deuxième vague, mais il va y en avoir, c'est un virus, c'est sûr qu'il va y avoir des deuxièmes vagues. Je comprends pas pourquoi les gens se disent, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? C'est écrit dans le ciel qu'il va y avoir une deuxième vague. Mais maintenant, c'est comment qu'on va réagir? Est-ce qu'on va encore retourner en confinement? Ça serait complètement irresponsable pour l'économie de le faire, mais ça, c'est une petite capsule, une petite parenthèse que je n'attribue à personne, juste à moi personnellement. Maintenant, les perspectives pour le financement des gros projets, pour les plus petits projets, on parle d'indice de confiance. Maintenant, pour la rentabilité, si on regarde par rapport à l'année passée, le premier trimestre dans le multilocatif, ça a augmenté de 5 au niveau des transactions. Ça a augmenté aussi au niveau du coût par logement de 5 ça, c'est l'appréciation du marché a été au rendez-vous. Et puis, on a continué dans une compression dans les cap rates. OK? Donc, on est passé de 4,5 à 4,5 au lieu de 4,7. Donc, je ne sais pas, j'aimerais avoir votre son de cloche là-dessus parce que ce qu'on ressent, le marché boursier a planté 2 fois. Pourquoi il a planté 2 fois? Parce qu'il a augmenté un petit peu puis il a encore replanté. Ce qu'on entrevoit ici, là, chez PMML, puis j'aimerais savoir un peu le son de cloche de la CHL puis d'Altus, si vous l'avez, c'est que quand le marché va revenir au pair, le marché des valeurs mobilières boursiers, les gens, là, déjà que le multilocatif était excessivement fort et stable, c'est une valeur refuge. Quand le marché va revenir au pair, les gens vont sortir l'argent de la bourse puis ils vont le placer dans le multilocatif parce que c'est un besoin primaire de se loger. Puis malgré toute cette crise-là, malgré tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il s'est assuré que tout le monde soit logé. Vous comprenez ce que je veux dire? Mm-hmm. Le multilocatif, de tous les segments de marché, va rester le marché le plus fort, le plus stable, c'est une valeur refuge. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'après moi, en automne, ce qu'on prévoit, c'est qu'il va y avoir encore plus une hausse de prix, une plus grande compression des TGA. Les valeurs vont être maintenues. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien, je ne sais pas si Geneviève veut commencer, sinon je peux y aller, mais je pense que je suis d'accord que c'est une bonne valeur refuge, mais je pense que c'est corrélé aussi avec la capacité de payer des gens. Puis, en fait, le plus grand souhait de la majorité des développeurs, c'est de faire du locatif, puis d'en faire le plus possible. Mais malheureusement, c'est pas toujours possible parce que les prix de terrain sont extrêmement élevés. Puis il y a une pression à la hausse sur les coûts depuis les dernières années qui est importante. Il y a beaucoup de hausse au niveau des coûts de construction. Puis la demande au niveau locatif est beaucoup moins élastique que, par exemple, une demande au niveau condo. Donc, les prix des loyers, des fois, tardent un peu à réussir à suivre ce marché-là. Donc, je pense qu'il va peut-être... il y a comme un ballon à y avoir parce que, justement, s'il y a des pertes d'emploi, il y a du chômage, il va peut-être avoir un taux de vacances un petit peu plus élevé. Il va avoir des défauts de paiement au niveau des loyers. Donc, ça vient affecter aussi ton revenu net, finalement, d'immeuble. Donc, je pense qu'il va avoir les deux, autant que il va avoir plus de capitaux, puis comme tu dis, les valeurs refuges. Puis d'un autre côté, il va avoir une incertitude économique reliée à ça, une baisse d'immigration. Mais il y a le locatif de luxe, puis il y a le locatif un peu plus, tu sais, que tu as les loyers de 800 à 1000 ça, je pense que c'est le segment le plus secure, si on veut, là, 6 à 800, 900 mais tu as aussi les locatifs de luxe, les développeurs, je pense qu'ils vont plus dans des loyers à, je ne sais pas, 1000 pieds carrés, peut-être à 1800, 2000 par mois aussi. Là, il y a vraiment un très grand éventail de loyers. C'est ça, mais les nouvelles mises en chantier, c'est ce qui est développé, c'est ce qui s'en vient sur le marché, puis qui offre un produit qui est neuf, puis qui est attrayant, puis etc. Donc, oui, il va peut-être avoir une opportunité sur le marché de la revente pour le multilocatif, effectivement. Puis Oups, on t'a
Est-ce que vous l'entendez ou... Non, c'est qu'est-ce comme qu'on- ça a coupé. OK. On a perdu Ouais, peut-être 2-3 vas-y, phrases. Qu'est-ce que c'est? Oh, Non, on t'a perdu pendant un instant, Noémie. ah, désolée. Mais c'est ça, je suis d'accord que ça va être un actif qui va être très populaire là, dans les prochains mois, effectivement. Mais je serais curieuse d'entendre Geneviève un peu là-dessus Oui. pour sa perspective. Ben, par rapport à ça. écoute, vous m'avez ouvert tout grand la porte sur l'abordabilité du logement. Je veux dire, Sana, comme tu as dit, c'est un besoin primaire. Puis le logement, tu sais, c'est un droit même maintenant au Canada. Donc, c'est pour ça qu'il y a la stratégie nationale du logement. Puis que la mission de la SHL, c'est vraiment de s'assurer que tous les Canadiens aient un toit, aient un logement qui répond à leurs besoins. Donc, le gouvernement est vraiment là pour appuyer tout ce qui peut favoriser l'offre de logement et le logement abordable. Donc, c'est sûr que tout ce qui est construction, tout ça, ben, on veut justement favoriser. D'autant plus quand c'est des logements abordables, ben là, il y a des contributions financières aussi de la part de différents paliers pour favoriser l'offre de logements abordables. Parce que c'est ça, il ne faut pas juste penser. Oui, il y a le développement de produits qui peut être plus luxueux, puis c'est bien fun en tant qu'investisseur, tout ça, mais il ne faut pas perdre de vue qu'à la base, comme tu le dis, le logement, c'est un besoin primaire. Donc, si c'est possible de rallier, dans le fond, investissement et profitabilité, mais avec aussi offrir un toit aux Canadiens, ben, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut penser aussi, toujours garder en tête. Exactement. J'ai 2 questions en fin de session. C'est le fun parce que je m'inquiétais, il n'y avait pas beaucoup de questions. Les gens ont beaucoup écouté, mais ils n'ont pas beaucoup posé de questions. La première, c'est est-ce que la pandémie va aussi modifier le type d'habitation que l'on va construire, des zones réservées pour le travail, des espaces communs? Donc, des espaces communs différents pour les copropriétés. Je sais qu'il y en avait parlé, est-ce que c'est Marco qui avait parlé, réviser un peu les espaces communs pour voir, parce que s'il y a une autre crise sanitaire, pandémie ou peu importe, là, de quand même garder un minimum d'espaces communs, parce que c'est ça, quand on vend un projet, là, on vend les espaces communs parce que c'est ce qui justifie un peu le pied carré qui est un peu plus réduit parce qu'on veut socialiser, être avec les gens et tout ça. Donc, ça, c'est une question qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Il parlait de le type d'unité qui pourrait changer, peut-être revoir, tu sais, les studios ou petites unités, ben, peut-être une pièce pour le bureau à la maison, des choses comme ça. Donc, il disait que ça apportait des réflexions chez eux pour leur offre. Non, c'est ça. Mais je pense qu'ils y pensent en ce moment, mais tu sais, encore là, ils ne sont pas construits encore parce que là, ce qu'ils sont en train de vendre, c'est ce qui a été pensé il y a 2 ans. Fait que là, on va voir c'est quoi les besoins. C'est un peu la difficulté, hein? C'est d'anticiper le marché, mais là, c'est même pas des études de marché sur les comportements des consommateurs, c'est boum! Crise sanitaire. Et puis ça va avec l'abordabilité aussi. Geneviève en a parlé. Je veux dire, on aimerait bien ça faire des logements de 1500 pieds carrés partout, mais s'il n'y a pas de capacité de le payer non plus, c'est là qu'on réduit la taille des logements puis qu'on offre des espaces communs qui sont plus intéressants pour les résidents. Là, donc, c'est plus grand en région. Hein? Les logements sont quand même plus grands dans les 2e ou 3e couronnes. La première aussi couronne, c'est un peu plus grand les logements qu'en ville. Je pense que c'est pour ça aussi que les gens, des fois, quittent Montréal. C'est parce qu'ils veulent avoir un peu plus de pieds carrés là, pour leur loyer aussi. Là. Bien, surtout avec le transport en commun, tu sais, le fameux REM qui s'en vient. Là, c'est sûr, on parle beaucoup de la pandémie, mais je veux dire, le fameux réseau électrique, ça va venir desservir justement les banlieues puis de permettre un accès au centre-ville qui est efficace. Donc, ça va permettre à plus de gens d'aller se loger en couronne à un prix qui est plus abordable que celui du centre-ville ou des quartiers centraux, là. Exact. Geneviève, j'ai une question pour toi. Un article qui a été publié dans la presse ce matin, peut-être que tu en as pris connaissance, c'est écrit « Alors que la SCHL prévoit une baisse de 6 du prix des maisons au Québec, on assiste plutôt à une surenchère sur les maisons unifamiliales dans la grande région de Montréal. » Donc,
comment est-ce qu'on explique ça, ces deux données-là, qui sont quand même des données véritables, là, la donnée de la hausse de la surenchère? En fait, comme je disais tantôt, il faut voir aussi comment les chiffres qui ont pris de la SCHL, c'est quel type de données, tu sais, est-ce que ça parle, est-ce que c'est pour le Québec ou c'est pour le Canada ou c'est quoi que ça disait? Nancy, je te lance la question. Il parle de la grande région de Montréal. C'est écrit grande région de Montréal. C'est la question Québec, que j'ai reçue. Ouais. Ben, tu sais, peut-être si je peux rajouter là-dessus, on en a parlé un petit peu en début de session. Il y avait une demande latente importante pour les produits résidentiels. On était un marché un marché très déséquilibré à l'avantage des vendeurs depuis plusieurs trimestres. Donc, pandémie, pas pandémie, il y a encore ces gens-là qui avaient un besoin à court terme de se loger ou de faire une acquisition. Puis, il y a très, très peu d'offres actuellement sur le marché. Le nombre d'inscriptions est limité parce que les gens, justement, ils attendent, ils ne sont pas sûrs, ils ne vont pas nécessairement mettre en marché. Donc, une offre très limitée avec une demande qui est encore présente. C'est là que la surenchère se crée, l'augmentation des prix. Il y a très peu d'offres. Il n'y a rien sur le marché en ce moment, principalement pour les propriétés unifamiliales. Il y en a très, très peu. Puis peut-être, Sana, tu as plus de données là-dessus. Pendant la période COVID, c'était quoi le nombre d'inscriptions de propriétés unifamiliales? Là, mais... Non, moi, on fait juste du multilocatif commercial. Juste du multi, ouais, non, c'est ça, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a eu une baisse, parce que je me rappelle, j'avais lu un article, il y a eu une baisse d'inscriptions, mais c'est un peu normal, tu sais, parce qu'on était. Mais après, là, c'est vraiment reparti. Donc, c'est ça qui arrive, c'est que est-ce que les gens ont juste reporté, ils n'ont pas annulé? Moi, ce que j'ai entendu de certains courtiers, quand même d'envergure dans le résidentiel, ce qu'ils disaient, c'est que les gens ont juste reporté leur intention de vente, puis leur inscription a été mise en vigueur après que les restrictions de visite soient levées. Mais ils ont juste reporté leur projet, ils n'ont pas annulé leur projet. Donc, ceux qui voulaient déménager, ils ont juste reporté leur projet. Donc, c'est pour ça que je me dis, tu sais, à l'automne, c'est toute une question d'interprétation des données aussi. Hein? C'est ça qui est un peu difficile, c'est comment on interprète les données. Est-ce que la baisse, c'est vraiment une baisse parce qu'il y a un manque de confiance ou c'est un report d'intention de vendre? Est-ce que le ralentissement qu'on a vu de mise en marché, est-ce que c'est vraiment un ralentissement parce que par manque de confiance ou si c'est parce qu'on va reporter le projet? Donc, c'est ça aussi le nerf un peu de ce que les gens veulent savoir, dans le fond, là, est-ce que le marché immobilier va rester vigoureux comme il l'a été, malgré cette pause-là? Je pense qu'elle a été plus psychologique parce qu'il y a des gens qui ont continué leur projet. Ou est-ce que c'est... vous comprenez ce que je veux dire? C'est-tu un report ou pas, là? C'est ça qu'on essaie de comprendre en ce moment. Je pense que la seule chose on va le savoir vraiment. Je pense qu'à septembre, on va être vraiment mieux fixé. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter? Est-ce qu'on doit être trop conservateur dans nos calculs? Est-ce qu'on doit être trop sur la défensive? C'est sûr qu'on ne peut pas être aussi agressif. Il y a des gens, mais je vous le dis, là, il y a des propriétaires en ce moment, il y a des investisseurs qui sont aussi agressifs qu'ils l'étaient avant. Ils sont très proactifs parce qu'ils sont plus expérimentés. T'sais. Mais ceux qui étaient moins expérimentés, ce qu'on a ressenti, c'est wait and see. On va voir un peu ce qui va se passer. Possiblement. Ben moi, de mes discussions avec nos analystes de marché, c'est surtout comme je disais tantôt, qu'on était tellement à des sommets que là, c'est la drop du sommet là, qui fait que ça paraît peut-être, là, les gens font comme, OK, la SHL prévoit une baisse de prix, de valeur, tout ça, mais c'est par rapport à un sommet qu'on n'a jamais vu, tu sais. Donc, quand on partait, admettons, du 4e trimestre de 2019 à premier trimestre 2020, puis, mais ce qu'on me disait, c'est que c'était plus, c'est ça, comme tu disais, il prévoit pas, on était sur une lancée que est-ce
est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle soit encore autant soutenue? C'est là où est-ce qu'on est moins certain de ça, là. Même s'il y a moins d'offres. C'est pas une baisse du marché, c'est juste une réduction, une baisse du sommet, comme tu disais, du Du sommet. C'est ça, ouais. Exact. De la lancée extraordinaire qu'il y avait, là, ouais. Non, c'était très fort. On était tout le monde. Il y avait vraiment beaucoup d'activités. Puis les prix étaient vraiment très maintenus. Puis l'agressivité, l'agressivité, la proactivité des investisseurs, peu importe que ce soit pour le terrain ou les projets, c'était, je veux dire, si c'était bon, ça partait, là. Comme tu dis, la réaction aussi des vendeurs peut avoir un impact s'ils décident que, je préfère attendre. Puis faire au résidentiel. Oui, c'est ça, exact. Ça peut faire que justement, il y a des transactions qui n'auront pas lieu, puis de la surenchère, admettons. Puis, mais je sais que dans le multilocatif, les gens, c'est assez particulier comme phénomène, parce que dans le multilocatif, on a quand même au-dessus de, en ce moment, 230 immeubles en vente en ce moment, sous contrat. Et c'est quand même 230 immeubles de multilocatifs. C'est énorme. Et puis, il n'y en a pas un que c'est à cause de la pandémie ou pas à cause de la pandémie. C'était dans leur plan de le faire. C'est pas du résidentiel, on parle vraiment d'un produit d'investissement. C'était dans leur optique de le vendre. C'était dans leur stratégie, si on veut, de sortie de marché ou de peut-être vendre des plus petits pour acheter des plus gros. Puis ils ont juste continué, tu sais. Fait que là-dessus, on n'a pas vu... ça n'a pas été vraiment influencé, je te dirais, juste par rapport aux visites, tout ça, c'est juste un peu plus compliqué. Il faut s'habiller un peu plus puis prendre des mesures un peu plus. Mais sinon, il n'y a pas eu vraiment, on n'a pas vu ça. Mais dans le résidentiel, c'est différent un peu. Là, on arrive vers la fin. Je vais essayer de prendre. Est-ce que vous avez d'autres commentaires à faire? Est-ce que il y avait quelque chose que vous vouliez souligner? Parce que là, on est dans les dernières minutes. Puis, il y a peut-être une question intéressante de Marie-France que je pense qu'on n'avait pas répondu là, par rapport au pourquoi payer plus cher une habitation au centre-ville quand son employeur annonce là, que... je pense que oui, en ce moment, comme on l'a mentionné, on est en changement temporaire, mais le centre-ville va toujours rester le centre-ville. Le centre des affaires va rester un centre fort. Oui, il y a certaines entreprises qui vont se relocaliser, etc. Mais les universités vont pas se déplacer. Ils sont tous au centre-ville, les grandes universités, ou en tout cas. Donc, il y a quand même un besoin de certaines personnes. Puis, justement, la proximité de ne pas avoir à prendre les transports en commun qui actuellement présentent une crainte pour la majorité des employés qui ont à se déplacer au centre-ville. Donc, se retrouver à proximité du centre-ville, ça va rester quand même une demande qui va rester importante. Donc, effectivement, on parle de retour à la terre, là, de retour à l'autosuffisance, mais comme je l'ai dit, je pense que les gens oublient vite aussi, puis c'est pas dans la nature de tous non plus de se retrouver en campagne à élever des chèvres et des poules, là. Je veux dire, je pense que le centre-ville va rester fort, puis il va reprendre de son pouls et l'habitation va être là pour rester. Surtout que ça a été un marché qui a été boudé pendant de nombreuses années aussi, là. Il disait que c'était, je pense que c'est Vincent Shirley qui parlait, il y a 300 000 travailleurs qui vont au centre-ville chaque jour et puis 100 000 étudiants. Donc, c'est 400 000 personnes d'achalandage quotidien qui n'ont pas été là pendant 2 mois. Donc, c'est quand même un très important impact au niveau du centre-ville. Donc, c'est sûr que les commerces autour, là, je pense juste à Sainte-Catherine, les locaux qui ont fermé dernièrement, c'est pas très joli à voir, mais je me dis, des fois, il y a des séismes comme ça dans l'économie qui font que il y a d'autres secteurs qui vont fleurir, alors que d'autres secteurs vont peut-être un peu plus s'épurer aussi. On va peut-être assister à un redéveloppement aussi du centre-ville. On verra, tu sais. Je ne suis pas une spécialiste du centre-ville en tant que tel. J'ai déjà analystes à l'interne pour ça. Mais ce que je peux savoir, ce que je peux voir, c'est que les gens, il y avait une question là-dessus, comment motiver les troupes qui travaillent à distance. Puis on l'a tous travaillé à distance, pas tout le monde qui
Je veux dire, de faire des Zooms puis de faire des rencontres Zoom pour chaque question que tu as par rapport à un projet, ça peut être lourd. Nous, on l'a vécu, là, on a fait beaucoup de rencontres Zoom, puis à chaque fois que tu veux parler à quelqu'un, tu te logs, le micro ne fonctionne pas, fait que l'autre, ben non, le chat, il part devant en face, l'enfant, il tire dessus, le professeur, à un moment donné, là, c'est lourd. Mm-hmm. Et maintenant, c'est parce que les enfants ne sont pas à l'école. Quand ils vont retourner à l'école, ça va être une autre dynamique, il y a ça aussi. Mais je crois que le professionnalisme d'une institution ou d'une organisation demande une certaine collaboration. Puis peut-être qu'on va se quitter là-dessus parce que je vois que Nancy vient d'arriver. Donc, on a besoin de territoire pour vivre, mais on a aussi, je pense, besoin d'avoir un certain territoire pour travailler aussi. Maintenant, comment il va être utilisé, on va le savoir avec les mesures d'hygiène qui vont être dictées par les instances gouvernementales. On est un peu assujettis à ça, donc on va voir comment ça va se passer. Alors, sur ce, merci d'avoir participé. Merci, Nancy. En tout cas, un gros merci à Sana, à Noémie, à Geneviève pour votre participation ce matin. C'est très apprécié. Puis merci aussi à tous les auditeurs qui sont en ligne avec nous. Une belle participation aujourd'hui. Je pense qu'avec la situation avec la COVID, tout le monde se réinvente, CROEM aussi. Donc, je vous invite dans quelques minutes ou dans les prochaines, en tout cas, au courant de la journée, vous allez recevoir un sondage d'appréciation pour tous ceux qui ont participé à l'activité d'aujourd'hui. Prenez 2 minutes pour répondre, nous donner vos suggestions. On est en adaptation constante à CROEM. On a fait un comité spécial COVID-19, donc on a une belle programmation qui s'en vient, de nombreuses activités. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions. On va améliorer notre calendrier au cours des prochaines semaines et prochains mois. Donc, encore une fois, un gros merci. Si les participants veulent plus d'informations, vous pouvez aller consulter notre site internet à croem.com. Et également, si certains d'entre vous désirent devenir membre de notre organisation, toutes les informations au sujet de notre membership se retrouvent sur notre site Internet. Donc, encore une fois, merci à tous nos invités d'aujourd'hui. Votre participation a été très appréciée et au nom de CROEM et du conseil d'administration, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci.